La théorie, je ne sais même pas ce qu'elle voudrait proposer si elle faisait de la politique. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, je ne me sens aucun point commun avec le Rassemblement national, justement parce que le Rassemblement national, il est précisément dans cette vision de lutte des classes. Quand j'entends Marine Le Pen dire que parce que je suis Versaillais, je ne peux pas parler aux classes populaires, je me dis que je ne suis pas décidément... Saint-Cloud, c'est pas non plus le terme. Montre-tout surtout. D'abord, effectivement, ça me paraît absurde venant de sa part, mais indépendamment de ça, ça me paraît grave parce que nous vivons dans une société qui est profondément fracturée. Et la question qui se pose aujourd'hui n'est pas de savoir d'où on parle, c'était la grande maxime du structuralisme. La question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on dit. Et si on se pose toujours la question de savoir d'où on parle, on n'en vient jamais. Mais qu'est-ce qui vous sépare de Marion Maréchal Le Pen et du Rassemblement national? Ce qui me sépare du Rassemblement national, c'est à peu près tout. Enfin, je me sens pas vraiment... Mais... Quel est quand j'entends Jordan Bardella qui fait sa première émission en disant on fait des cadeaux aux riches, on fait des cadeaux aux riches avec l'argent des pauvres, mais non, je suis désolé, je ne ressemble pas, je ne me sens pas du tout convaincu par une telle analyse. Et je veux vous dire la chose suivante. En parlant du libéralisme, parce que ça c'est une question philosophique et politique très importante. Vous disiez la droite bourgeoise elle va chez Macron parce qu'il est libéral, mais Emmanuel Macron il n'est pas du tout libéral. Il n'est pas du tout libéral. On a cru qu'il était libéral parce qu'il est pro-business, parce qu'il avait un discours qui parlait de l'entreprise. Mais en réalité, il n'est en rien libéral, ni philosophiquement, ni même économiquement. Et si vous prenez la politique qu'il mène aujourd'hui, il est dans sa pratique du pouvoir très centralisateur, très recentralisateur. Ça, c'est la France. Il a défait... C'est une France particulière parce que vous parliez tout à l'heure du cumul des mandats. La dévitalisation des corps intermédiaires, elle a atteint un point extrême. Vous reprochez ça déjà à De Gaulle, monsieur Bellamy. Franchement, c'est un argument venant de gens qui sont les héritiers du parti du général De Gaulle, ça me fait toujours marrer. On reprochait déjà à De Gaulle de laisser tomber les corps intermédiaires. On a tout reproché à tout le monde. On a tout reproché à tout le monde, mais De Gaulle, c'était la participation. De Gaulle, c'était bien plus tard. Ça, c'est les ouvriers, ça n'a rien à voir avec les corps intermédiaires. Mais si, et quand vous disiez, attends, je voudrais vous reprendre, parce que là, vous dites Bardella, oui, vous citez, mais c'est la tendance gauchiste du Front National. C'est Marine Le Pen, vous avez tout à fait raison, j'ai toujours dit ici, sous les sarcasmes au début, et maintenant, on me prend un peu plus au sérieux, que Marine Le Pen était de gauche. C'est vrai ou pas? Ça fait des années que je le dis. Voilà, donc maintenant, on prend enfin au sérieux. Si je suis proche du Rassemblement national. Oui, mais vous oubliez deux choses. Bien joué. Vous oubliez... C'est vrai. Mais non, vous oubliez... Non, mais j'ai bien compris. Monsieur Bellamy. Sauf que vous oubliez deux choses. La première, c'est qu'il y a tout le discours sur l'immigration dont vous ne parlez pas. Je vous ai lu, vous en parlez quasiment pas. C'était pas un livre politique. Non, je sais bien, mais c'est pas grave. Mais c'était un beau livre, Demeure. C'est très intéressant, bien sûr. Non, mais c'est pas le sujet. Et le deuxième sujet, c'est l'électorat, monsieur Bellamy. Que vous le vouliez ou non, le Front National ou le Rassemblement National incarne un électorat populaire très important, un électorat de jeunes en plus, de classe populaire très important, comme au temps du Parti communiste de Georges Marchais dans les années 70. Et quand je vous disais la droite bourgeoise, soit elle choisit ses intérêts, elle va chez Macron, soit elle choisit ses convictions, son patriotisme, ses convictions sur le enracinement, la transmission, etc. Mais elle doit, pour gagner tout simplement, aller vers un électorat populaire. Et cet électorat populaire, que ça vous plaise ou non, il est au Front National. Mais on est parfaitement d'accord. Oui. Vous ne l'attirez pas avec des discussions sur la PMA. Je dirais même plus. Elle doit pas seulement, pour gagner, aller vers cet électorat. Elle doit aussi, justement, pour reconstruire le débat politique français. On est bien d'accord. Parce que ce qui est en train de se produire et qui est dramatique, c'est ce qu'on a vécu en 2017. Vous parliez de ce rendez-vous manqué. Mais c'est la réduction des choix politiques à des strates sociologiques. Et ça, encore une fois, je le redis, c'est pas la politique. C'est-à-dire si la politique, ça devient l'opposition de la France des villes contre la France périphérique, si ça devient la France des centres-villes contre la France des banlieues... La lutte des classes existe. Non, mais ça, c'est notre point de désaccord. Mais oui, enfin, c'est une évidence, elle existe. Et elle n'a jamais existé autant depuis le 19e siècle qu'aujourd'hui. Parce que jamais on a eu des affrontements de classes comme aujourd'hui. Et qu'on double en plus d'affrontements ethniques et culturels. Alors là, on a un pompon. Qu'on les ait aujourd'hui, c'est un fait. Oui. Mais on ne les, il faut les assumer. On ne les a que parce qu'on ne sait plus faire ensemble une nation, que parce qu'on ne sait plus développer ensemble la conscience d'un peuple. On ne sait plus faire ensemble parce qu'on ne parle plus aux classes populaires. Et je vous répète, vous n'allez pas leur parler aux classes populaires avec vos discussions sur l'avortement et la PMA. Alors, ils en ont rien à taper. On le regrette ou non. Moi, je suis contre la PMA. C'est ce qu'on lui reproche, Éric Zemmour. Mais c'est pas son discours, si. Je vais le redire pour la. Mais non, mais je me fous de l'avortement. Je n'ai pas voulu mettre ce débat sur la table à l'occasion des élections européennes. C'est une stratégie
stratégie évidemment très maligne pour essayer de me cornériser. Ça m'est complètement égal. Moi, je vous parle de... est-ce que vous parlez aux électeurs des deux choses, des électeurs de classe populaire qui les intéressent, le social et l'immigration? Si vous leur parlez ni de l'un ni de l'autre, ils ne vous écoutent même pas. C'est ça ma question depuis le début. D'abord, vous avez dit que dans Demeure, je ne parlais pas d'immigration, mais en réalité... Quasiment pas. En réalité, j'en parle. Je ne parle d'une certaine manière que de ça, à travers la question de la demeure. Et je pense que c'est la grande question qui angoisse la France d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'est-ce qui demeure, qu'est-ce qu'on transmet. Mais parce que c'était un texte de philosophie, c'était pas un programme politique et j'avais pas prévu il y a quelques mois d'être candidat aux élections européennes. De toute façon, je crois que on ne prépare une politique intelligente que quand on la cultive aussi sur le terrain de la réflexion. Ça, je suis d'accord. Demeure, c'est la maison, Eric. J'avais compris, non mais j'avais compris, même la fin sur et je crois que de ce point de vue-là, la droite qui se reconnaît en Emmanuel Macron, là où je suis d'accord avec vous, c'est il y a une vraie recomposition qui est en train de se jouer en France. Et moi, je n'insulte pas du tout ceux qui se sont dit en voyant arriver Emmanuel Macron, ça ressemble plus à mes idées et qui ont été travaillés avec lui. Ça ne me pose aucun problème. Je trouve d'ailleurs que ça sert la transparence du débat public, que chacun assume la vision du monde qu'il a. Emmanuel Macron, c'est précisément la marche, c'est-à-dire le flux, c'est le monde des circulations. Moi, je crois au contraire qu'on a besoin dans ce monde, et c'est une question migratoire, mais c'est aussi une question économique dans la mondialisation, c'est aussi une question culturelle, qu'on a besoin de retrouver le sens des stabilités qui rendent possible la vie commune. Et ça, c'était un texte de philosophie, mais ça se décline aussi dans des convictions politiques. Il n'empêche, ça pose un problème. Parce que je sais bien, ça doit être pénible pour vous d'être tout le temps ramené à vos positions anti-IVG, anti-mariage pour tous. Mais l'image que vous renvoyez, et d'ailleurs la main tendue de Marion Maréchal s'explique aussi par là, c'est que sur les sujets sociétaux, vous êtes plutôt proche d'elle, ou elle proche de vous. Mais en effet, quand on pense à vous, à ce que vous avez publié, à ce que vous avez dit, immédiatement, ce qui est saillant, ce sont vos positions sur les sujets sociétaux, alors que je suis bien en peine de cerner votre position sur l'Europe. Qu'est-ce que vous voulez pour l'Europe? Ça, c'est beaucoup moins saillant dans votre pensée. Donc c'est pour ça que votre choix me laisse un peu perplexe, puisque vous êtes associé à des thèmes extra-européens. Vous avez d'ailleurs tout à fait le droit de soutenir ces thèses. Moi, je ne suis pas là pour les contredire. On ne va pas parler d'IVG et du mariage pour tous. Simplement, je trouve ce positionnement bizarre. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on a devant nous 3 mois pour parler d'Europe. Ce qui est sûr aussi, c'est que je ne vais pas prétendre le contraire. Encore une fois, je n'avais pas programmé d'être candidat à ces élections européennes. Je pense que c'est des élections décisives parce qu'elles vont contribuer justement à cette recomposition qu'on évoquait à l'instant, en venant faire en sorte que justement la droite puisse se reconstruire sur une vision claire pour l'avenir. Et je crois que ces élections sont aussi essentielles parce que l'histoire de l'Europe est en train de s'y jouer. Moi, je ne crois pas à la nécessité du délitement de l'Europe, et c'est sans doute un point de désaccord fondamental avec les populismes que soutient Marine Le Pen. Je crois au contraire que nous avons besoin... Elle a renoncé à son histoire sur l'euro. Donc ça devrait vous rapprocher d'elle. Elle y a renoncé qu'à moitié, puisqu'elle parle encore de reconquérir la souveraineté monétaire et qu'on ne sait pas exactement ce que ça veut dire. Je vais vous faire une confidence, on va parler de... Il y a des grands thèmes que vous voulez développer pendant cette campagne européenne. Maintenant, ce qui est sûr, je termine juste sur ce point, je suis frappé d'être toujours reconduit à des questions sociétales. Effectivement, je me suis opposé au mariage pour tous, je l'assume parfaitement sereinement. Mais moi, les sujets qui ont fait mon engagement, c'est la question de l'éducation, la question de la transmission. J'ai écrit un livre qui s'appelle Les Déshérités. Ça a été pour le coup un engagement très fort pour moi, qui m'a valu de consacrer des centaines de rencontres et de conférences à ce sujet. Et de rencontrer aussi, disons-le, parce que ça va aussi dans ce sens-là, beaucoup d'enseignants, par exemple, beaucoup d'électeurs de gauche qui ne se reconnaissent plus pour que la gauche est devenue aujourd'hui. Et c'est peut-être justement cette question de la transmission, cette question de la culture, cette question de la demeure qui va être au cœur du débat européen. Sur la question européenne, ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, l'Europe est devenue l'un des noms de la dépossession que les Français ressentent quand ils pensent à la maîtrise qui leur est laissée de leur propre destin. Et on peut dire du coup, et c'est sans doute ce qui se joue dans le populisme, pour retrouver la maîtrise de notre destin, il faut se défaire de l'Europe, il faut défaire ce que Marine Le Pen appelle le bunker de Bruxelles. Bon, c'est-à-dire il faut faire exploser la construction européenne parce qu'elle nous empêche, parce qu'elle nous paralyse, elle nous empêche de dessiner notre avenir. Moi je crois le contraire, mais je pense que pour que l'Europe soit un auxiliaire de notre liberté dans l'avenir, pour qu'elle soit l'occasion de maîtriser notre avenir, il faut qu'on change tout en Europe, il faut qu'on change profondément notre manière de concevoir. L'Europe, c'est ce que montrait le petit extrait qui était tout à l'heure, qui m'avait valu ce débat avec Daniel Cohn-Bendit. L'Europe, pour moi, c'est un espace qui a une responsabilité historique. Parce que nous ne sommes pas un empire, et nous ne devons pas le devenir.
Nous ne sommes pas non plus des nations isolées qui seraient émiettées et abandonnées dans la mondialisation. Nous devons construire une alliance de démocratie, c'est-à-dire un espace démocratique qui ne soit pas fait d'une seule démocratie, mais d'une coopération entre des démocraties nationales. Appelons ça comme on voudra. De démocratie nationale. Bien sûr, parce que pour qu'il y ait une démocratie, il faut un peuple. Et pour qu'il y ait un peuple, il faut une culture commune, il faut une langue commune, il faut des références communes. C'est ce que je dis, on reviendrait à une Europe des nations. C'est même pas qu'on y reviendrait, c'est que l'Europe, c'est une coopération de nations. Tous les traités la définissent comme ça. Oui, mais vous savez très bien que Bruxelles est devenue une espèce d'État sans nation. Et donc, il faut lui reprendre des compétences qu'on lui a généreusement accordées. Avec les juges, avec la Commission, avec la Banque centrale, c'est des gens qui ne sont pas élus, qui ne sont élus par personne, qui ne représentent aucun pays, donc aucun peuple, et qui ont des compétences énormes sur notre vie de tous les jours. On l'a encore vu récemment pour l'histoire d'Alstom. Mais alors, typiquement, l'histoire d'Alstom est intéressante. On finit sur Alstom et après on fait rentrer Alba. Allez-y. Sujet intéressant, l'histoire d'Alstom. Oui. On accuse la Commission, mais en fait, moi, il me semble que la Commission n'est pas en cause, parce que ce qui est en cause, c'est le droit européen. Je suis d'accord. C'est le droit européen qui n'est plus adapté aux défis d'aujourd'hui. Et donc, le problème, c'est qu'en fait, on fait aussi trop d'injustice à l'Europe quand on dit la Commission, composée de gens non élus, s'immisce dans notre vie de tous les jours et vient nous empêcher de construire notre avenir. C'est ce qui est en train de se passer, mais par la faute de notre propre droit. Oui. Et c'est là qu'il faut tout changer. Et je crois que nous avons besoin de l'Europe pour vivre demain dans la mondialisation une économie prospère et qui puisse rayonner dans le monde. Nous en avons besoin. Et c'est là où je ne crois pas du tout à l'hypothèse populiste qui voudrait défaire cette alliance. Nous en avons besoin, mais nous avons besoin, pour qu'elle soit efficace, de tout changer dans la manière dont elle se construit. Eric, recontextualiser, c'est-à-dire la Commission a dit non au rapprochement, Alstom et Siemens, l'allemand. On en a parlé la semaine dernière, c'est pour ça. Oui, mais il y a des gens... Oui, d'accord. Je fais l'apéro. Aux dernières élections européennes, en 2014, l'UMP avait fait 20%. Vous espérez combien, vous ? 21. C'est la question qui est toujours posée. Ce qui est sûr, c'est que Laurent Wauquiez ne m'a pas dit il faut que tu fasses 100. Il n'y a pas de contrat d'objectif. Les sondages vous donnent entre 12 et 14 pour l'instant. Les sondages nous donnent autour de 12%, je crois, mais si vous voulez, moi je fais partie d'une génération qui a été biberonnée au sondage. Je trouve que ça n'a plus beaucoup de sens de passer son temps à scruter la dernière enquête d'opinion. Ce qui compte pour moi, c'est pas le marketing électoral. Ce qui compte, c'est de pouvoir être fier d'avoir reconstruit une vision qui puisse convaincre les Français. Si on a réussi à faire ça, je m'estimerais suffisamment heureux. Et je crois, pour le coup, c'est vrai, je crois qu'il y a un vrai espace politique aujourd'hui pour la droite. Parce que beaucoup de gens se sentent un peu orphelins. Je suis le premier. Je suis d'une génération qui a du mal à se reconnaître dans l'offre politique existante. Beaucoup de gens se sentent un peu orphelins aujourd'hui parce que, et ça a toujours été ma conviction, je l'ai écrit et Marion Maréchal m'en a suffisamment voulu pour ça. C'est le seul contact que j'ai eu avec elle, c'était qu'elle m'a signalé qu'elle était furieuse que j'ai publié dans l'entre-deux tours un texte qui disait, mais j'en suis profondément convaincu, que le Rassemblement national ne sera jamais notre avenir. Le Rassemblement national, c'est l'assurance vie du macronisme, c'est-à-dire c'est le meilleur moyen, c'est le meilleur allié d'une forme de prolongation des logiques qui constituent aujourd'hui l'occasion de notre fragilité. C'est-à-dire que c'est aussi parce que la droite n'ose pas faire comme Mitterrand avec le Parti communiste, c'est-à-dire s'allier au Rassemblement national pour mieux le tuer. Mais encore une fois, pour avoir ses électeurs. Vous l'avez dit à l'instant, le Rassemblement national est de gauche. Pourquoi la droite s'allierait-elle avec un parti qui ne ressemble pas du tout à ce qu'elle défend ? Vous connaissez le mot de Guy Mollet sur le Parti communiste, qui n'était pas à gauche mais à l'Est. Et ça n'a pas empêché Mitterrand de s'allier avec le Parti communiste. Il faut être cynique de temps en temps. C'est d'ailleurs aussi un sujet pour le Rassemblement national. Quand j'entends que Marine Le Pen est capable de soutenir les dirigeants italiens qui accusent la France de coloniser l'Afrique, je me dis qu'effectivement on retrouve une forme d'international populiste qui nous rappelle peut-être ce à quoi ressemblait. Vous allez rester avec nous, là, vous êtes bien avec nous. C'est l'heure de retrouver Alba Ventura. Bonsoir Alba, vous qui êtes notre italienne bien aimée. Après la pub, on parlera justement divorce à l'italienne avec Hubert Védrine, bourgeoisie en marche avec François Bégodeau, les réseaux asociaux avec Gaspard Koenig, mais pas forcément dans cet ordre-là. Pour l'instant, c'est la pub. Dimanche, très bon prend de la hauteur et vous fait découvrir les saveurs